Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'affaire de permis biométrique continue de susciter des réactions au sein de l'opinion nationale. Une de nos équipes a recueilli les avis de quelques citoyens sur ce sujet. On les écoute. Ça cause pas mal de désagréments, tels que en tout cas l'attente que ça cause pour pouvoir avoir le document essentiel. Quand on visite d'autres pays, on voit comment se présente leur permis. Si notre pays a décidé de changer, d'être un peu ou même opaque, c'est une bonne chose, mais quand même, il y a aussi les conséquences, peut-être du point de vue économique pour certains, le temps que cela prenne. Et maintenant, ce qui est le plus ennuyant, c'est le délai. C'est le délai qu'on a accordé, donc on essaie de prolonger. J'espère que même cette fois-ci, on sera obligé peut-être de demander une prolongation du délai. Du point de vue retombé, certainement le ministère en charge de la chose va certainement engager dessous. Et là, je crois comprendre que c'est quelque chose qu'on va changer à une fréquence. Actuellement, je viens de récupérer le mien. Et je crois que même pour la beauté et la qualité, c'est quand même bon. C'est quand même bon vraiment d'avoir un permis pareil. C'est mieux que le rouge. Le rouge, ça se détruit. Et celui-là, vraiment, moi, pour le conforme, et je trouve que vraiment c'est intéressant. Il est bien bon vraiment de venir changer le permis biométrique. Puisque apparemment, ça sert même de pièce d'identité aussi. Et aujourd'hui, les banques acceptent le permis biométrique que l'autre permis. Il est bien de se conformer vraiment à la loi. Et surtout que le monde évolue chaque jour. Aujourd'hui, peut-être c'est au Niger seulement que vous allez trouver l'ancien permis. Partout dans la sous-région, c'est des permis biométriques. Si je dis que ce n'est pas bon, si on m'arrête, je vais payer quelque chose, obligatoire. Ou bien on va m'amener les permis même en fourrière. C'est ça que moi, je vois que ça va aller. Au 5e arrondissement de Niamey, plus précisément à l'école Sagia 1er Cassis, les sinistrés seront recasés sur un site aménagé pour ainsi libérer l'école à quelques jours de la rentrée. Le reportage est de Nafisa Yahaya et Sadoudoumi. Relogés à l'école Sagia 1er Cassis depuis l'avènement des inondations, les sinistrés du 5e arrondissement vivent dans des conditions de vie peu enviables. Vraiment, on a besoin de nourriture, quoi, parce que vraiment ici, c'est une seule fois que la mairie nous a amené des sacs à l'eau pévienne. Et vraiment ici, et puis on a besoin des docteurs, parce qu'il y a les médecins, s'ils ont venu, ils disent qu'ils ne peuvent pas soigner les adultes, quoi. Sinon c'est les enfants de 0 jusqu'à 5 ans. Mais vraiment ici, il y a trop des gens qui sont malades. Le problème qu'on a, vraiment, ça fait de nourriture. Bon, vraiment, c'est ça qu'on a ici. Parce que vraiment, il y a des gens à peu près jusqu'à 400 et quelques familles qui sont ici. Parce qu'il y a des gens de La Mordée, les gens de Nongare, il y a des gens de Bangabana, il y a des gens de Saga et il y a des gens de Kirgizé ici. Donc on a jusqu'à 444 familles ici dans notre site. Le délégué des sinistrés relogés dans cette école n'a pas manqué de lancer cet appel. Vraiment, on a besoin d'aide, quoi. Que vraiment, que l'État soit avec nous, quoi, pour qu'il nous soit donné à manger, quoi. Mais tout de suite, les sapeurs-pompiers ont venu tout de suite ici. Ils ont dit que vraiment, ils ont nous amener ici à la site. Donc, ils ont nous amener ici demain matin. On va prendre tous nos bagages. Tous ceux qui sont là, on va les prendre on va les amener ici, dans notre site. Donc, demain, on va préparer, on va tout prendre pour qu'on dégage ici. Ils ont dit, après demain, vraiment, ils vont venir. S'ils ont trouvé quelqu'un ici, il y aura des problèmes. Il urge donc que les autorités trouvent une solution définitive au problème de ces sinistrés, surtout à quelques jours de la rentrée scolaire. Les sinistrés du 4e arrondissement également seront très bientôt recasés sur un autre site, toujours dans ce même arrondissement. Le reportage est de Nafisa Saleh et Chebouguissou. Après plus de mois passés dans différents établissements scolaires de la place, les sinistrés du 4e arrondissement de Niamey vont bientôt trouver où se reloger après les inondations dont ils sont victimes. Après un premier site destiné à ce relogement, la municipalité œuvre inlassablement pour satisfaire tous les sinistrés. Ce site que vous voyez, donc c'est le site qui a été
retenu au niveau de la commission donc, chargée de la prise en charge des inondations communales. Donc ce site, à un moment donné, il y avait un site qui a été prévu, mais c'est un petit site. On a préféré maintenant faire un seul site pour la commune 4, pour l'ensemble des inondés de la commune 4. La municipalité n'a pas fait le choix de ces sites par hasard, selon le secrétaire général du 4e arrondissement, car permettant aux sinistrés de disposer de plusieurs services à portée des mains. Après l'installation des tentes, là, on va les reloger ici. L'eau et l'électricité, vous voyez, on était avec une mission tout à l'heure là. Donc une mission avec des partenaires. Tout ça là, en tout cas, sera pris en compte. En tout cas, les dispositions sont en train d'être prises depuis hier. On est avec l'énergie, l'hydraulique, tout ça là, on a déjà pris des dispositions. Maintenant, en tout cas, ce qui concerne, puisqu'il y a déjà un forage ici, c'est ça qu'on va réhabiliter. La Nigélec aussi, la même chose. Le plus tôt serait le mieux pour ces relogements car bientôt ce serait la rentrée des classes qui servent encore d'abri à ces sinistrés. Les sinistrés du quartier Saga, plus précisément ceux abrités à l'école Saga 2, viennent de recevoir cet après-midi une assistance en vivres. Ce geste portant sur 2 tonnes de riz a été offert par des membres de la diaspora nigérienne aux États-Unis par le billet de Ismaël Oumarou Ide, président du parti FAN Niger Kamakanka. Le résumé avec Adam Ousmana et Aboubakar Souley. Cette caravane de bienfaisance de quelques membres de la diaspora nigérienne résidant aux États-Unis, conduite par un des leurs en la personne du jeune entrepreneur Ismaël Oumarou Ide, vient ainsi constater de visu les conditions de vie des sinistrés du 4e arrondissement de Niamey afin de leur porter assistance. Les victimes des inondations de Saga étaient la cible pour cette 4e opération du genre. 2 tonnes de riz pour aujourd'hui. Ouais, donc environ c'est ce qu'on fait par localité. Donc voilà, ça c'est notre 4e tour. Donc 2 tonnes par localité. Donc ici à Saga, c'est Saga 2 je pense. Donc voilà, c'est 2 tonnes également. J'ai eu quelques amis aux États-Unis qui se sont, et de la famille aussi, qui sont organisés aux États-Unis pour aussi apporter leurs appuis. Donc on a choisi Saga puisque il y a beaucoup aussi de femmes et d'enfants ici qui sont sans abri, sans nourriture. Et donc voilà, nous y sommes. Et je tiens vraiment à remercier tous les amis de la diaspora, nos amis américains, et la famille américaine aussi, d'avoir participé. C'est à cœur joie que ces sinistrés ont accueilli ce geste qui témoigne selon eux de la compassion de leurs frères d'ailleurs à leur égard, des frères pour lesquels ils n'ont d'ailleurs pas manqué de prier. Nous sommes très reconnaissants au nom de tous les sinistrés qui occupent les 14 classes d'ici pour ce geste humanitaire et nous prions le Seigneur pour qu'il vous assiste également. Les donateurs ne nous ont jamais vus de leur vie, mais ils étaient très touchés par ce qui nous est arrivé, ce qui témoigne de leur humanisme. Une mission d'assistance aux nécessités que le sieur Ismaël Oumarou Ide a accomplie avec dignité et honneur pour le bonheur des bénéficiaires éprouvés par les inondations au nom de ses frères et amis d'outre-Atlantique. Okay, I'd like to thank everybody. I'd like to thank my family back in the US. I'd like to thank my friends in North Carolina and Kentucky for getting together despite everything that's going on back home. You guys were kind enough to help these people thinking of Africa, so I want to thank you guys again. So we were able to get some rice. This is basically a basic need here, and we're trying to help as much as we can. Thank you again, and we really appreciate all the help. My God bless you guys. Le Royaume-Uni a désormais une représentation diplomatique au Niger. Madame Catherine Hengler est la première ambassadrice résidente au Niger. Le renforcement de la présence britannique au Sahel permettra de soutenir l'assistance au Niger, notamment dans le domaine sécuritaire et humanitaire, a déclaré l'ambassadrice à l'occasion d'une visite hier matin dans les locaux du studio Kalangu. Catherine Englehorn, le tout premier ambassadeur britannique résident au Niger, était en visite dans les locaux du studio Kalangu ce matin.
Une visite au cours de laquelle elle a fait le tour des différents services. Dans une interview qu'elle a accordée au studio Kalangu, elle s'est apaisantie sur les raisons pour lesquelles son pays a décidé d'ouvrir pour la première fois une ambassade au Niger. Je suis la première ambassadeur résidente de la Grande-Bretagne au Niger. Et la raison pour laquelle nous avons décidé d'ouvrir une ambassade, d'abord, c'est parce que nous avons déjà un programme de développement de l'assistance assez extensif, assez importante, que nous avons géré de loin. Alors nous avons remarqué que ce serait bien d'avoir une présence ici, plus immédiate, afin de gérer mieux les programmes que nous avons déjà. Deuxièmement, évidemment, il y a la question de la situation sécuritaire au Sahel. Et bien sûr, c'est aussi afin d'adresser les causes de l'insécurité que nous ouvrons cette ambassade au Niger, mais aussi au Tchad, aussi en Mauritanie. Nous avons déjà une ambassade à Mali. Et bon, voilà, nous aurons une couverture plus complète, plus compréhensive du Sahel. Pendant la période de la pandémie de la COVID-19, la FIFA a mis à la disposition des fédérations sportives des fonds d'urgence pour soutenir les acteurs du football. La Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, a bénéficié de ce fonds apprécié par les bénéficiaires. Précision avec Ibrahim Tikiri. Face à la pandémie du COVID-19, la FIFA est venue en aide à ses associations membres à travers le fonds d'urgence COVID-19. C'est ainsi que la FENIFOOT a bénéficié d'un appui de la FIFA dont la répartition a concerné tous les acteurs afin de les assister durant cette dure épreuve. Un soutien accueilli à bras ouverts par les bénéficiaires. La Fédération nigérienne de football a bel et bien essayé d'envoyer à tous les clubs, que ce soit les clubs de la Super League, de la première division et de la deuxième division, l'enveloppe dont la Fédération internationale de football a voulu appuyer les clubs, le football en général, pour atténuer les effets du Covid-19. Et à l'instar de tous les clubs, la ZFC des Zender a réussi bel et bien sa somme d'1 million dans son compte et nous avons pu faire une gestion harmonieuse. Et vu que cette somme-là a été accompagnée. Le fonds qui a été alloué à la Ligue, chaque Ligue a eu 1 million. Et ce 1 million, vraiment, nous sommes en train de voir, parce que nous n'avions pas dépensé l'argent, nous sommes en train de voir comment nous allions organiser un tournoi de mise en jambe avant donc, le démarrage de la saison sportive 2020-2021. La subvention octroyée aux clubs affiliés pour faire face à la COVID-19 a constitué un ouf de soulagement pour les acteurs du football nigérien. Il reste à faire un bon usage pour espérer être éligible pour une autre subvention avant le démarrage de la saison 2020-2021 fixée pour le 23 octobre 2020. Place à présent à votre rubrique hebdomadaire, la chronique judiciaire. Cette semaine, nous nous sommes intéressés à la liberté de manifestation. Le thème vous sera développé par Maître Suleiman Seydou, avocat à la Cour. Très bonne réception. La liberté de manifestation, c'est un droit constitutionnel qui a été consacré par les dispositions de la Constitution de la République du Niger, notamment à son article 32. Donc, au terme de l'article 32 de la Constitution, l'État garantit et reconnaît la liberté de manifestation ainsi que plusieurs autres libertés qui peuvent s'exercer
dans le respect des règles définies par la loi. Alors la manifestation doit s'entendre d'un mouvement de masse organisé sur la voie publique dans le but d'exprimer une opinion ou une conviction collective. Alors, elle peut constituer un moyen de pression contre le pouvoir politique. Elle peut également consister en une action des syndicats des travailleurs qui manifestent ou revendiquent un certain nombre de droits. Elle peut également consister à des manifestations de soutien ou de désapprobation des citoyens de façon générale par rapport à une politique définie par l'État et ses autres démembrements. Elle peut également consister en une manifestation d'un groupe minoritaire qui milite pour la reconnaissance d'un certain nombre de droits de façon spécifique. Donc la liberté de manifestation ou la manifestation peut prendre plusieurs formes, comme je viens de le décrire, et tout cela est possible, comme je l'ai dit, parce que la Constitution de la République du Niger garantit ce droit à tous les citoyens nigériens. Alors, c'est vrai qu'il s'agit d'un droit constitutionnellement reconnu et garanti, mais la Constitution, en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre et d'exercice de ce droit, renvoie à un certain nombre de tests. C'est-à-dire que cette liberté de manifestation doit pouvoir s'inscrire dans le respect strict de la loi. Et au Niger, la liberté de manifestation est encadrée par la loi 2004-45 du 8 juin 2004 régissant les manifestations sur la voie publique. Alors lorsqu'on parcourt un tant soit peu ce test, on va se rendre compte que la manifestation ou le droit de manifester est soumis à un régime de déclaration préalable. Cela sous-entend que tout citoyen ou tout groupement ou toute structure qui voudrait manifester sur la voie publique est tenu dans un certain nombre de délais de déclarer cette manifestation aux autorités publiques pour que les autorités puissent avoir connaissance de cette manifestation et voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'ils peuvent encadrer la manifestation pour que celle-ci ne puisse pas déborder. Ça, c'est le premier élément. Et donc, il faudrait comprendre que ce n'est pas un régime d'autorisation qui est prévu par les tests en République du Niger. Lorsque vous voulez manifester, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation de l'autorité publique. Mais ce qui est consacré, c'est un régime de déclaration, c'est un régime qui consiste à informer, pas à requérir l'autorisation de l'autorité publique. Donc c'est juste une obligation de déclaration qui a été consacrée par l'article 2 de la loi 2004-45 au terme duquel tout ce qu'il y a comme cortège, défilé, rassemblement de personnes et de façon générale, toute manifestation sur la voie publique sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable. Alors lorsque cette déclaration est faite, l'autorité publique peut apprécier, puisque le droit à la liberté de manifestation, ce n'est pas un droit absolu. Ce n'est pas absolu dans ce sens où l'État ou l'autorité publique peut restreindre la liberté de manifestation dans des conditions bien prévues par la loi, notamment lorsque cette manifestation peut troubler l'ordre public. Et donc, la seule condition pour pouvoir interdire une manifestation qui est prévue, c'est que cette manifestation risque de créer un trouble à l'ordre public. Et ce sont les dispositions de l'article 5 qui l'ont consacré. Et dans ce cadre-là, l'autorité en question doit prendre un arrêté motivé et qu'il doit notifier aux signataires de la déclaration à leur domicile élu. Donc même si l'autorité doit restreindre ou interdire une manifestation, ça ne doit pas se faire dans l'informel. Ça ne doit pas se faire dans l'informel, il faudrait un arrêté et l'arrêté doit être motivé, c'est-à-dire énoncer les éléments des faits et des droits qui ont conduit l'autorité à interdire la manifestation. Et il faudrait également
que cet arrêté soit porté à la connaissance des signataires de la déclaration. L'autorité publique ne peut pas, par exemple, interdire une manifestation sans pour autant notifier cela aux signataires. On ne peut pas, par exemple, en tant que signataire d'une déclaration, apprendre, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ainsi de suite, que la manifestation a été interdite, alors bien même que lorsqu'on faisait la déclaration, il y a eu élection de domicile de façon précise. Donc l'autorité doit nécessairement notifier l'interdiction aux intéressés. Alors quand on parle de restriction en tant que telle, cette restriction, comme je viens de le dire, ça doit uniquement s'inscrire dans le respect de l'ordre public. Et ça doit avoir une base légale. L'interdiction, elle ne peut être prononcée que si cela a été prévu par les textes en la matière. Donc il n'y a pas d'interdiction tant que la loi ne confère pas à l'autorité publique la possibilité de pouvoir interdire une manifestation. Et deuxième exigence, il faudrait qu'il y ait la poursuite d'un but légitime. Lorsque vous décidez de restreindre un droit, de restreindre la liberté, il faudrait que vous puissiez poursuivre un but qui est totalement légitime et que la mesure que vous prenez, la mesure d'interdiction, doit être également nécessaire et proportionnée par rapport au but que vous recherchez. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, bien entendu, les signataires de la déclaration peuvent attaquer l'acte devant l'autorité compétente. Lorsque vous estimez qu'un arrêté ou une décision des autorités publiques qui interdisent une manifestation ne sont pas conformes à la règle de droit, vous avez la possibilité d'attaquer pour que le juge, qui est le garant du respect des libertés, puisse apprécier la conformité de l'acte d'interdiction à la règle de droit. Mais si vous ne le faites pas, vous devez naturellement vous plier à la décision des autorités publiques. Alors, à titre de sanction, il faut le dire, lorsque vous organisez une manifestation, je l'ai rappelé tantôt, c'est soumis à un régime de déclaration. Si vous ne déclarez pas et que vous faites une manifestation sur la voie prévue, vous devez savoir que c'est une infraction et que cela est réprimé par les dispositions en vigueur et vous pouvez vous retrouver avec une condamnation de 1 à 2 mois et d'une amende de 20 000 à 50 000 francs lorsque vous ne déclarez pas la manifestation. Ça, c'est la première situation. Deuxième hypothèse, il se pourrait que vous avez déclaré, l'autorité a pris un arrêté pour interdire, mais que vous bravez l'interdiction et vous manifestez quand même. Ça également, si l'interdiction n'a pas été faite dans les conditions prévues par la loi, ou si l'interdiction a été faite dans les conditions de la loi, vous devez vérifier les deux situations. Mais lorsque l'interdiction est faite conformément aux tests prévus à la matière et que vous sortez quand même pour manifester, en ce moment également, vous êtes passif de poursuites qui peuvent conduire à une peine d'emprisonnement, cette fois-ci de 3 mois à 1 an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 francs à 100 000 francs. Voilà en résumé ce qu'on peut retenir sur la liberté de manifestation.